Bonjour, notre séance d'aujourd'hui portera sur la dimension logique dans un texte argumentatif ou à dominante argumentative. Il s'agit de la première séance, elle sera suivie d'une autre plus tard. Au bout de cette séance, vous serez capable de repérer ou de dégager les thèses en présence dans un texte d'idées, de repérer les arguments et les exemples au service d'une thèse et d'identifier les liens logiques qui organisent et structurent un texte. Dans un texte argumentatif, l'énonciateur présente une thèse qu'il cherche à défendre. Il s'agit de la thèse défendue ou soutenue. Il peut présenter la thèse des adversaires pour la discréditer, c'est-à-dire montrer qu'elle n'est pas bien fondée. Cette thèse est appelée alors la thèse réfutée ou rejetée. Il étaye la thèse par des arguments, suivis par des exemples pour les concrétiser. Il choisit les procédés convenables selon qu'il cherche à émouvoir et toucher son destinataire. Dans ce cas, il sera en train de persuader, comme il peut agir sur la raison du destinataire et il sera en train de convaincre. Nous allons commencer par l'explication de la thèse. Un énonciateur défend une idée. Cette idée qu'il défend est appelée la thèse défendue ou la thèse soutenue. Il peut même avancer l'idée de ses adversaires pour mieux la réfuter, la refuser. Cette idée s'appelle la thèse réfutée ou la thèse adverse. Une thèse peut être implicite ou explicite. Elle est implicite, c'est-à-dire elle n'est pas clairement énoncée dans le texte. Dans ce cas-là, on vous demandera de la dégager et de la formuler. Si elle est explicite, c'est-à-dire clairement énoncée dans le texte, on vous demandera alors de la repérer, c'est-à-dire vous allez la retrouver dans le texte et de la reformuler. Vous la redites avec vos propres mots. La thèse est étayée par des arguments et elle est reliée à ces arguments par des connecteurs ou des liens logiques. Les arguments, à leur tour, sont reliés aux exemples qui viennent les expliciter par des liens logiques. Nous allons voir plus tard quelques techniques de reformulation. Vous avez 10 secondes pour lire le texte suivant. Nous allons commencer par le repérage des indices d'énonciation qui réfèrent à l'énonciateur. Nous constatons la présence du pronom de la première personne qui se concentre surtout au niveau du deuxième paragraphe. Je, me, moi. Cette concentration du pronom de la première personne dans le dernier paragraphe nous mène vers la prise de position de l'énonciateur. D'autres indices contribuent à ce repérage de la thèse défendue. Il s'agit des termes modalisateurs et des procédés syntaxiques. Nous commençons par l'adverbe autrement, un adverbe modalisateur qui montre une nette opposition entre la prise de position de l'énonciateur et celle des tenants de la thèse adverse. Nous avons de même la négation, la double négation, je n'ai guère souci de beauté ni de perfection, la négation restrictive, je n'ai souci que de vie, les modalisateurs, je me moque, je suis à l'aise, il me semble, ne peut souhaiter. En revanche, des termes péjoratifs désignent les tenants de la thèse adverse et se trouvent surtout dans le premier paragraphe. Les sots, les dédaigneux, les impuissants, les cerveaux les plus vides, les cœurs les plus secs, les gens enterrés dans le passé, tout cela nous aide à localiser la thèse adverse que refute l'énonciateur et qui considère que la littérature, la grande littérature du passé, est morte à jamais. Avant de passer à la reformulation des deux thèses, nous allons voir ensemble quelques astuces qui peuvent vous aider à effectuer la reformulation d'un énoncé. Premièrement, il faut faire attention, vous devez garder les mots-clés et les intégrer dans votre reformulation. Vous pouvez après remplacer
un nom par ses dérivés, c'est-à-dire des mots de la même famille, par des synonymes, un groupe nominal par une subordonnée relative ou complétive ou inversement, un adjectif ou un verbe par un nom ou un groupe nominal ou inversement, bien sûr, quand cela est possible. Passons maintenant à la thèse adverse. On se la rappelle, les impuissants qui crient que notre art et notre littérature meurent de leur belle mort, qui feuillettent avec mépris les œuvres vivantes et tout enfiévrées de notre âge et les déclarent nulles et étroites. On peut la reformuler ainsi, l'art et la littérature telles qu'on les connaît sont morts à jamais, et la littérature actuelle ne vaut rien et n'est plus aussi grandiose qu'elle l'était auparavant. La thèse défendue: je n'ai guère souci de beauté ni de perfection, je me moque des grands siècles, je n'ai souci que de vie, de lutte, de fièvre, je suis à l'aise parmi notre génération. Donc, pour l'énonciateur, ce n'est ni l'esthétique ni la grandeur de la littérature qui l'intéresse, mais plutôt une littérature vivante qui reflète les difficultés et les luttes acharnées du siècle. Vous avez 10 secondes pour lire le texte suivant. On vous demande de relever et de reformuler les thèses qui sont présentes dans ce texte. Nous allons chercher les deux voix des adversaires et de l'énonciateur. Des scientifiques, des économistes, des philosophes, des écrivains nous mettent en garde. Donc, il y a tous ces gens-là qui mettent en garde les gens dont fait partie l'énonciateur, et cela à travers le pronom de la première personne nous. Ils les mettent en garde contre les dangers irrémédiables du progrès sur la planète. Passons maintenant à la thèse défendue. Le pronom nous, accompagné du verbe modalisateur affirmé, indique la présence de l'énonciateur. Il annonce la thèse défendue. En effet, l'énonciateur commence par admettre les critiques avancées à l'encontre du progrès et les considère justifiées. Tout en sachant que l'acceptation du progrès n'est pas sans risque, il ne peut qu'affirmer qu'il serait stupide de le refuser. Cette thèse, comme vous le voyez, est présentée sous forme d'un raisonnement concessif que nous allons développer plus tard. Nous passons maintenant à la reformulation des deux thèses. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons trouver les mots-clés pour les intégrer plus tard dans la reformulation. Ici, les deux mots-clés sont planète et progrès. Comment nous avons procédé? Nous avons changé la structure de la phrase, nous avons remplacé le mot danger par le mot risque, irrémédiable par irréparable, et le raisonnement, donc de cause à effet, nous l'avons maintenu. Et notre reformulation est devenue ainsi: notre planète encourt des risques irréparables à cause du progrès. Pour la thèse défendue, il faudrait faire attention ici, comme nous l'avons dit, il y a une concession. Donc, dans une première partie, l'énonciateur admet, en quelque sorte, les critiques des tenants de la thèse adverse et les qualifie de justifiés, mais malgré tout cela et malgré les risques, il affirme qu'il serait stupide de refuser le progrès. Et la reformulation pourrait être ainsi: bien que les critiques avancées contre le progrès soient bien fondées, et malgré les éventuels risques que ce dernier peut avoir sur la planète, il serait insensé de le refuser. Continuons l'application sur des textes. Vous avez 10 secondes pour lire celui-ci. On vous demande de reformuler la thèse adverse. Donc, comme nous l'avons déjà vu, quand on vous demande de reformuler, c'est-à-dire elle est déjà formulée dans le texte, vous devez la relever et la recopier, puis la dire avec vos propres mots. Donc,
qu'est-ce qui nous indique la présence des tenants de la thèse adverse? Premièrement, regardez le début de ce texte, vous avez ceux qui jugent et qui condamnent, disent la peine de mort nécessaire. Il y a le pronom démonstratif ceux qui les désigne, en plus de la subordonnée relative, ceux qui jugent et qui condamnent, et le verbe introducteur de parole qui annonce ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que la peine de mort est nécessaire. Après avoir repéré la thèse adverse, passons maintenant à l'analyse de la suite de cette argumentation. Observons ce texte et nous pouvons ainsi constater la présence de tirets qui annoncent ici les différentes répliques et une argumentation par le dialogue entre l'auteur et ses adversaires. Le premier argument est introduit par le connecteur d'abord, qui annonce une énumération, et parce que, à valeur causale. Il s'agit du premier argument des tenants de la thèse adverse, auquel il répond par un contre-argument, introduit par l'adverbe marquant l'hypothèse si et la négation restrictive ne que. Le deuxième argument de la thèse adverse est introduit par le connecteur d'opposition mais, le verbe introducteur de parole reprend et le pronom indéfini on qui renvoie à ses adversaires. Le deuxième argument de Hugo en réponse à l'argument adverse est introduit par ni l'un ni l'autre, une double négation, annonçant son argument, se venger est de l'individu, punir est de Dieu. D'après ce qui précède, nous pouvons formuler la thèse de l'auteur ainsi: la peine de mort n'est pas nécessaire, on a pu la dégager d'après ses arguments, et reformuler la thèse réfutée ainsi: la peine capitale est indispensable, incontournable. Comment nous avons fait? La peine de mort est nécessaire, donc on a remplacé l'adjectif nécessaire par un autre, indispensable ou incontournable. Ce qui nous mène au schéma argumentatif suivant, un premier argument de la thèse adverse introduit par d'abord, auquel répond un contre-argument de l'auteur introduit par s'il ne s'agissait que de cela. Ensuite, un autre argument de la thèse adverse introduit par mais, un connecteur d'opposition, auquel répond un argument de l'auteur introduit par la négation ni l'un ni l'autre. Nous allons voir une carte mentale représentant les différents connecteurs logiques et leurs valeurs. Nous avons des connecteurs qui servent à ajouter, des connecteurs de cause, des connecteurs de conséquences et de but, et des connecteurs pour situer dans le temps. Mais attention, il ne s'agit pas d'événements situés dans le temps, mais si ces connecteurs sont utilisés pour introduire surtout des idées dans le temps, on peut les considérer comme des connecteurs logiques, sinon ce sont des connecteurs temporels. Des connecteurs pour organiser, pour structurer, qui effectuent un choix, d'autres qui viennent expliquer, et des connecteurs d'opposition. Nous allons passer à un exercice d'application sur les connecteurs logiques. Nous avons besoin des forêts pour respirer. Les arbres, en absorbant le CO2, produisent de l'oxygène. Quelle relation existe entre ces deux phrases? Il s'agit d'une relation de cause. Cette relation de cause peut être remplacée par le connecteur en effet, qui explicite cette idée. Nous abattons de plus en plus d'arbres pour dégager de l'espace pour les terres agricoles. Ici, il s'agit d'une constatation, une certaine opposition, une légère opposition qu'on peut introduire par le connecteur OR. En Amazonie, la surface d'un terrain de foot disparaît toutes les 2 secondes.
Là, nous avons un exemple pour concrétiser ce qui a déjà été dit et on peut l'introduire par ainsi. Respirer devient de plus en plus difficile. Il s'agit d'une conséquence, d'une conclusion et sûrement elle est annoncée par le connecteur donc. Nous avons donc vu dans cette séance que la thèse peut être défendue ou réfutée. Les arguments sont des raisons qui étayent une thèse. Ils sont liés entre eux et avec la thèse et les exemples par des connecteurs logiques ou par la ponctuation, les deux points, le point-virgule, et ils appartiennent à différents domaines. Les exemples illustrent un argument ou le remplacent, ils sont liés aux arguments par des connecteurs logiques et ils appartiennent aussi à différents domaines. Les liens logiques relient les idées d'un texte, expriment les rapports entre les idées de ce texte, la cause, la conséquence, la concession ou l'opposition, etc. Ainsi, je vous dis au revoir et à la prochaine séance.